Le mot rêve, de l'ancien français desver, perdre le sens, renvoie à la divagation, au délire. Les hommes ont compris très tôt sa dimension hallucinatoire et souvent insensée. Dans le rêve, le temps n'existe pas, la logique narrative non plus. Il tient du collage surréaliste, du rébus, de l'incompréhensible, de l'indicible. Il brasse les souvenirs, les émotions, les sensations, fait revivre des personnes depuis longtemps disparues, parents ou amis, mélange célébrités ou inconnus. Il fait surgir des lieux familiers et d'autres fantastiques, des scènes sexuelles, d'autres d'angoisse. Il est toujours bizarre, étrange et nous effraie parfois, car il contredit notre rationalité. Il nous laisse entrevoir un univers intérieur incohérent, contradictoire. Dans cette phase, nous sommes totalement déconnectés de la réalité extérieure, tout en ayant une activité cérébrale aussi importante, voire plus que pendant l'éveil. Selon les neurologues, il répondrait à un besoin de stabiliser les flux mentaux et servirait à métaboliser le traumatique. Ainsi, au réveil, notre conscience rationnelle nous est restituée, comme si elle avait été lavée, nettoyée, remise à niveau. En tout cas, si des organismes aussi élaborés que le nôtre s'abandonnent complètement et restent sans défense pendant de longues périodes, c'est qu'il doit y avoir de puissantes raisons pour cela. Des études nous ont appris que si on empêche un individu de rêver, il devient fou. Le rêve a longtemps été considéré comme venant d'un autre monde, permettant d'accéder au surnaturel, aux ancêtres, de recevoir des messages divins. Il était également pensé comme un moyen de guérison, de connaissance ou de révélation. Dans les cultures ancestrales, chamaniques, où il était valorisé, il était conseillé de le rapporter au groupe pour s'en défaire, ou plutôt pour en faire quelque chose, le partager pour lui donner du sens. Notre civilisation, elle, le refoule, s'en débarrasse comme s'il n'avait pas d'importance. Différentes interprétations du rêve ont été proposées au fil des siècles. On a cru y trouver des symboles, des sens communs à tous les hommes, mais il n'existe définitivement pas de clé des songes. Chaque rêve naît d'un individu et n'a de sens que pour lui. Les artistes se sont emparés de cet univers mental qui leur paraissait proche du leur et ont tenté de le restituer. Le rêve le plus célèbre de la Bible et le plus représenté dans l'art est celui de Jacob. Avec son échelle qui mène au ciel d'où des anges montent et descendent, il reprend l'idée d'un surmonde pour lequel il existerait des passerelles, en tout cas celle du rêve. Le rêve de Joseph, souvent représenté, montre un ange envoyé de Dieu lui demandant d'accueillir la venue de l'enfant Jésus. Dans celui de Constantin, de Piero della Francesca, un ange, à la veille d'une grande bataille, en lui montrant une croix, lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Dans les visions hallucinatoires de Jérôme Bosch, des centaines de personnages, de figurines, de monstres, de formes hybrides, moitié humaines, moitié animales, se livrent à d'étranges activités. Les couleurs rougeoyantes ou sombres d'un enfer grouillant surpeuplé semblent émerger d'un cauchemar. Chez les peintres de la Renaissance, le recours à l'allégorie et au symbole s'affirme. Le rêve des cavaliers de Raphaël montre un rêveur qui doit choisir entre la vertu, Virtus, représentée par Pallas, et le plaisir, Voluptas, représenté bien sûr par Vénus. Dans le rêve apparaît aussi la sensualité, comme chez Giorgione, où la Vénus endormie, en état d'abandon presque offerte, indique que les peintres ont bien saisi la dimension érotique du rêve, celle de la mort aussi, que le sommeil coupé du monde évoque. Pour Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres, et les romantiques avancent que la vie est peut-être un long rêve dont nous nous réveillerons. Mais c'est Freud, avec la découverte de l'inconscient, qui indique que tout rêve est l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé. En demandant à l'analysant d'associer librement les éléments de son rêve, la psychanalyse aide à le déchiffrer. Le champ de l'intimité est dès lors élargi à l'enfance et aux origines. Pour Freud,
Le rêve témoigne également des lois de l'organisation du psychisme, qui sont les mêmes que celles du langage, et du fonctionnement de l'inconscient, dont il est la voie royale d'accès. Dans son livre « Le rêve », Franz Kafka met en valeur la double fonction du moi, qui peut être à la fois acteur et spectateur du rêve. André Breton et les surréalistes vont tenter d'utiliser le rêve pour aider à résoudre les questions fondamentales de la vie et accéder à une connaissance suprême. Le rêve est une source de création poétique que le cinéma imite. Avec ses montages désordonnés, ses scénarios improbables, ses sauts dans le temps ou dans l'espace, il est peut-être l'art qui se rapproche le plus du rêve. On se souvient d'un rêve comme quelque chose de vécu, mais il n'est concret que si des mots sont posés dessus. C'est la parole du rêveur qui le rend visible ou lisible. Il n'existe qu'en tant que récit qui résiste à l'interprétation. La plupart du temps, nos rêves sont effacés par les phases suivantes du sommeil. Seules des traces demeurent parfois dans la mémoire. Les rêves les plus angoissants nous réveillent parfois et mettent du temps à se dissiper. Nous rêvons 1 à 2 heures par nuit, mais nous ne gardons qu'un nombre infime de souvenirs de nos rêves. Mais alors, que deviennent les rêves dont on ne se souvient pas ?